Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le Sénat s'empare du projet de loi sur les référendums qui doit permettre à la Nouvelle-Calédonie d'accéder à la souveraineté. La consultation doit avoir lieu avant fin 2018. Ce texte tranche la délicate question du corps électoral. Mais après, quel avenir institutionnel pour cet archipel du Pacifique? On en parle dans un instant. Relations sexuelles avec mineurs, le débat sur le consentement relancé. Alors qu'un homme de 28 ans est jugé pour un acte sexuel avec une fille de 11 ans, le Sénat, après plusieurs mois de travaux, a renoncé à fixer un seuil et propose à la place la présomption de contrainte. Analyse et décryptage dans cette édition. Édouard Philippe au chevet de l'hôpital. Le Premier ministre a présenté la stratégie du gouvernement de transformation de l'offre de soins. Alors que les personnels hospitaliers se plaignent de plus en plus du manque de moyens, l'exécutif ne sort pas le carnet de chèques, mais promet une refonte de la tarification à l'acte. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on ouvre ce multiplex avec vous, Tam Tranui, en direct de la salle des conférences du Sénat. À vos côtés, Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, alors que le Sénat a terminé l'examen des articles concernant, je le disais, ce projet de loi sur la Nouvelle-Calédonie. Effectivement, la fin de l'examen des articles, puisque le vote sera, lui, un vote solennel qui aura lieu mardi prochain. Mais tout de même, le climat a été très consensuel cet après-midi. Annick Girardin, la question débattue et pourtant délicate, c'est celle de la composition du corps électoral qui votera lors du prochain référendum sur l'autodétermination. Oui, c'est un sujet qui est traité depuis de nombreuses années et qui a vu un aboutissement lors des dernières réunions des signataires à Paris de l'accord de Nouméa. On est tombé effectivement d'accord sur un certain nombre de points qui se retrouvent aujourd'hui dans la loi organique, mais il y a aussi un encadrement du scrutin à travers les procurations, à travers le fait d'avoir ouvert des bureaux de vote à Nouméa pour ceux qui sont inscrits dans les îles de Calédonie et qui permet effectivement d'éviter que des gens ne puissent pas aller voter pour des raisons souvent de place sur les billets d'avion, sur les avions ou encore de coûts de billets d'avion. Il a été question aussi d'encadrer les frais de remboursement, de parler de l'information au travers effectivement de ces nouvelles organisations, mais aussi plus globalement de ce référendum. Tout cela, ce sont des outils pour garantir la légitimité, la sincérité de ce scrutin. C'est extrêmement important. Ce scrutin, il est regardé. Il doit être transparent. Son processus doit être validé par tous. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est que systématiquement, nous avons des débats en lien avec les ateliers locaux, avec les signataires, bien sûr, de l'accord de Nouméa, mais l'ensemble des groupes politiques de Calédonie, parce qu'il faut construire ensemble. Il faut un consensus et avant le rendez-vous du référendum. Mais le référendum, c'est effectivement pas un tout, ce n'est pas une fin. Ça va être aussi une continuité dans ces 30 ans de construction d'un avenir commun, d'une vie commune, autour de valeurs communes. Est-ce que c'est un sujet à haut risque pour le gouvernement? Bien sûr, on se rappelle des événements du passé, on se rappelle aussi de l'accord qu'a dû arracher Édouard Philippe lors de sa réunion du 2 novembre dernier. C'est un sujet prioritaire pour le gouvernement. Le Premier ministre l'a dit ici, au Sénat. Je l'ai redit plusieurs fois. C'est dans le haut de notre agenda. Mon premier déplacement a été en Calédonie. J'y retournerai avant très certainement la visite du président de la République avant l'été. Oui, c'est un sujet que le gouvernement et notamment le Premier ministre porte et fait avancer. Nous avons effectivement des liens permanents entre le gouvernement et les élus du territoire, les représentants de tous les partis politiques, parce qu'il faut absolument que nous ayons des consensus sur chaque sujet, que nous puissions avancer ensemble. Il en va du futur, de l'organisation du futur de la Calédonie. Merci beaucoup Annick Girardin d'avoir répondu à nos questions. Et donc je le rappelle, le vote solennel aura lieu la semaine prochaine, mardi, très exactement. Merci à vous, Tam. Mais justement, on retrouve Saveria Rojek en direct de l'hémicycle du Sénat. Saveria, vous avez suivi pour nous les débats autour de ce projet de loi. Qu'en avez-vous retenu ?
Absolument. Alors on l'a dit, les sénateurs viennent d'examiner, ont fini d'examiner et ont voté tous les articles du texte dans un climat plutôt consensuel. Un texte qui vise, on l'a dit également, à favoriser l'inscription sur les listes électorales en Nouvelle-Calédonie. Alors Éliane Assassi, pour le groupe communiste, a par exemple rappelé que son groupe voterait le texte, mais elle a tenu à avertir, il faut faire en sorte que les tensions entre les communautés ne se réveillent pas à l'occasion de ce référendum. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, au-delà du référendum qui se prépare, et nous serons très attentifs au bon déroulement de la campagne qui le précédera, il s'agit donc d'anticiper l'issue du scrutin pour que les tensions endormies ou apaisées sur l'archipel ne se réveillent pas si le respect des communautés composant le territoire venait à faiblir. Finalement, il s'agit d'être à la hauteur de cet événement historique. Voilà, être à la hauteur de cet événement historique. Alors le texte permet notamment l'inscription d'office sur la liste électorale générale des natifs du territoire encore non inscrits. Cela concerne 11 000 personnes. Et puis autre mesure phare, créer des bureaux de vote délocalisés pour permettre à tous les électeurs de voter à Nouméa sans avoir à recourir au vote par procuration. Alors côté République en marche, on rappelle l'importance capitale de ce texte. Ce texte, qui est d'une importance capitale pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, marque l'engagement pris par ce gouvernement d'honorer sa parole et de permettre la plus large représentation à cette consultation afin qu'elle se déroule dans des conditions sereines et transparentes et que le résultat qui en découle se révèle par conséquent incontestable. Celui-ci, quel qu'il soit, ne devra pas opposer deux camps, celui du oui et celui du non. Il devra permettre de continuer la construction de cette communauté de destin des Calédoniens, chère aux élus de ce territoire. Voilà, le texte sera voté solennellement mardi prochain au Sénat. Il sera également examiné par l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée, c'est l'ancien Premier ministre Manuel Valls qui en est le rapporteur. Merci à vous, Saveria. Je vous le disais en titre, une enfant de 11 ans peut-elle librement consentir à une relation sexuelle avec un homme âgé de 28 ans? La question est au cœur du procès qui s'est ouvert cet après-midi à Pontoise. En septembre, le ministère public avait considéré que la fillette était consentante car elle avait suivi l'homme sans contester. C'est une affaire qui relance le débat sur l'instauration d'un âge minimal de consentement. Le Sénat s'y oppose et propose une présomption de contrainte. Explication Flora Sauvage. Actuellement, la loi ne prévoit pas de seuil d'âge minimum du consentement sexuel entre un majeur et un mineur. Un groupe de travail sénatorial propose de créer une présomption de contrainte, contrairement au gouvernement qui souhaite créer un seuil minimal en dessous duquel une relation sexuelle entre un majeur et un mineur est considérée comme un viol. Le gouvernement cherche à fixer un seuil, mais il est comme nous, au bout de 4 mois de travaux, le gouvernement ne sait plus très bien où il en est. Et si on essaye de réfléchir autant, c'est parce que ce n'est pas simple. Le sujet est grave, le sujet est lourd, le sujet est difficile. Le prêt-à-penser est à bannir et fixer un seuil n'arrangera pas forcément les choses. Mais ne pas instaurer de seuil, à l'image de la plupart des pays en Europe, pose question. L'ancienne ministre à l'Enfance, Laurence Rossignol, tente de défendre les propositions faites par le groupe de travail. Les seuils, de toute façon, que ce soit en politique sociale, que ce soit en politique pénale, c'est toujours un sujet. Et donc la proposition du groupe de travail d'une présomption de contrainte permet, à mon sens, à la fois une large protection, plus ample que uniquement ceux qui sont en dessous du seuil, et deuxièmement, permet aux juges d'appréhender la situation. Emmanuel Macron souhaite instaurer un seuil d'âge minimum du consentement sexuel à 15 ans. Pour tenter d'y voir plus clair, le gouvernement a lancé une mission pluridisciplinaire qui doit rendre ses travaux le 1er mars, une semaine avant la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. La réponse du gouvernement à la grogne sociale qui monte dans les hôpitaux. Ce matin, Édouard Philippe a dévoilé la stratégie de l'exécutif pour transformer l'offre de soins. Une feuille de route plutôt qu'une réforme en profondeur. Sandra Serquera. Au cœur de cette réforme de l'hôpital, le coût des soins. L'objectif est d'économiser 50 milliards d'euros. C'est ce que coûtent selon le gouvernement les actes inutiles ou redondants chaque année. Pour un meilleur partage des données médicales, le recours au numérique est envisagé. Autre piste, casser la logique du chiffre en plafonnant à 50% la tarification à l'activité, connue sous le nom de T2A. Alors l'enjeu n'est pas de supprimer la tarification à l'activité, mais ce serait plutôt de la corriger ou de la rééquilibrer pour y intégrer des objectifs plus collectifs, pour y intégrer dans les parcours les nouvelles pratiques de soins ambulatoires et d'hospitalisation à domicile.
Une équipe sera chargée de trouver de nouveaux modes de financement des hôpitaux qui connaissent un déficit historique de 1,5 milliard d'euros en 2017. Autre sujet abordé, la formation des médecins. Édouard Philippe n'exclut pas une réflexion autour du numerus clausus. Chantier délicat encore, la remise à plat de la carte hospitalière. En clair, décider de fermer des établissements à l'activité insuffisante, ce qui provoque toujours la colère des élus concernés. Les professionnels de santé ont maintenant 3 mois pour faire des propositions, alors que sur le terrain le temps presse. La grogne dans les hôpitaux qui dure depuis plusieurs semaines ne faiblit pas. Et comment cette annonce a-t-elle été accueillie par les sénateurs? On retrouve Tam Tranui à vos côtés, Elisabeth Doineau, sénatrice centriste de la Mayenne. Oui, Elisabeth Doineau, vice-présidente de la Commission des affaires sociales au Sénat, également nommée par le gouvernement déléguée à l'accès aux soins. Et parmi les priorités affichées ce matin par le gouvernement, il y a eu d'abord la réforme du financement des hôpitaux. Il faut dire que les comptes sont au plus bas en 2017. Que faut-il faire et que pensez-vous notamment de la réforme de la tarification à l'activité, jugée très néfaste par certains? Alors, en tout premier lieu, je voudrais me réjouir des annonces faites par le Premier ministre et Agnès Buzyn, parce que finalement, ça complète le premier dispositif sur l'accès territorial aux soins. Oui. Là, on est sur une stratégie nationale et c'est vraiment important parce que le patient sera au cœur des préoccupations de ce plan stratégique. Et puis, c'est surtout une nouvelle méthode, puisqu'on se donne 3 mois pour réfléchir avec l'ensemble des partenaires sur les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. La concertation, une nouvelle concertation, mais parce que la concertation, elle est utile et c'est surtout prendre en compte aussi la parole des professionnels, la parole des usagers. Alors, vous m'interrogez sur l'hôpital. C'est vrai que ces derniers mois, ces dernières semaines, on a vu plein de témoignages dans les médias du mal-être de cet hôpital qui est à bout de souffle, oui, comme le dit l'hôpital. Voilà, ce matin, exactement. De la CFDT. Et Agnès Buzyn dit que l'hôpital est à bout de souffle. Moi, je pense que la tarification à l'activité n'était pas bonne en soi, même si c'est normal qu'on soit payé à l'activité. En soi, ça paraît tout à fait logique, mais en même temps, ça met une sorte de concurrence entre établissements sur un même territoire, et ça c'est très mauvais. Et puis par ailleurs, ça oblige à faire du volume, parce que plus finalement on fait d'activité, plus de volume et moins de qualité de financement. Donc vous voyez que c'est complètement aberrant. Donc il faut finalement limiter, en tout cas, il faut trouver un autre moyen de financer les hôpitaux et surtout de financer la pertinence des soins, c'est-à-dire les hôpitaux qui font des efforts, les professionnels de santé qui se mettent autour d'une table pour réfléchir avec les usagers, avec les élus aussi sur la stratégie territoriale de la santé. Ça, c'est une bonne chose. Donc, il faut aussi rémunérer ces initiatives de territoire. Justement, bien sûr, vous êtes très au fait de la stratégie territoriale, de la santé, de la question des déserts médicaux. On en reste aux solutions développées cet automne, les maisons de santé, la télémédecine. Est-ce que, selon vous, cela suffit? Ce sont des méthodes que l'on entend depuis longtemps déjà. Alors, cela suffit. Je ne vais pas dire que cela suffit parce qu'il faut beaucoup, effectivement, d'outils pour essayer de sortir de cette difficulté que l'on rencontre aujourd'hui, après avoir été pendant 20 ans avec un numerus clausus qui a été divisé en deux. En fait, on avait beaucoup moins de la moitié des étudiants en médecine à sortir. Vous êtes satisfaite par l'annonce de la réforme du numerus clausus par le Premier ministre? C'est une bonne chose. On revoit le numerus clausus, on revoit aussi on fait une réforme de la première année. On ne peut pas admettre aujourd'hui que finalement il y ait des étudiants français qui partent à l'étranger pour faire leurs études et qu'on a même aussi des étudiants étrangers qui viennent chez nous. Je sais bien qu'il faut 9 ans pour faire un médecin, mais néanmoins, on doit revoir ce numerus clausus et ce plafond de verre qui fait que certains étudiants qui sont très motivés pour justement apporter du soin aux malades sont découragés par une première année de médecine qui les empêche d'aller plus loin. Alors, sur les outils, effectivement, ils seront très nombreux. Ce matin, j'inaugurais en Mayenne, je le dis souvent, notre département est un laboratoire d'innovation. J'inaugurais une plateforme d'appui pour coordonner les soins. C'est très important aujourd'hui de voir que les soins, c'est pas seulement le médecin, c'est aussi l'infirmière, c'est aussi une sage-femme. Et donc, c'est décloisonner aussi la médecine de ville et la médecine d'hôpital. Des initiatives comme celle-ci, il faut qu'il y en ait partout. Donc, les outils, il faut les inventer sur les territoires et je crois qu'il faut trouver sur les territoires les élus et surtout les usagers, parce que les usagers ont leur mot à dire. Merci beaucoup, Elisabeth Doineau, pour votre réaction. Merci à vous, Tam. Moins d'une semaine après la visite d'Emmanuel Macron en Corse, Jacqueline Gouraud veut passer aux discussions concrètes avec les nationalistes. Une réunion avait lieu ce matin afin de définir les modalités de l'inscription de l'île dans la Constitution. Héloïse Grégoire avec Oriane Mancini.
La tension est descendue d'un cran ce matin, laissant place à des discussions constructives. Une délégation d'élus de l'île de Beauté, emmenée par les dirigeants nationalistes Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni et comprenant des responsables de l'opposition, a été reçue ce matin par Jacqueline Gouraud. Au menu des discussions, une question simple, comment inscrire la Corse dans la Constitution ? Article 72 ou 74, pour la ministre, il n'est pas question pour l'instant de mentionner quel article sera utilisé pour permettre l'inscription de la Corse dans la Constitution. Nous n'avons pas eu une discussion sur les numéros, si je puis dire, d'articles de la Constitution, mais nous sommes partis sur les fondamentaux et des discussions se sont développées sur les souhaits des responsables corses qui étaient là. Des responsables corses unanimes et satisfaits de cette rencontre, aussi bien du côté des nationalistes que des groupes d'opposition. Après plus de 2 heures de discussion, les dirigeants corses affichent leur contentement. La porte est ouverte, à mon avis, sur tout, y compris sur l'article 74, ou en tout cas sur l'environnement de l'article 74. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un statut qui permet de répondre aux besoins des Corses dans tous les domaines, y compris les domaines les plus concrets, mais également les plus stratégiques, notamment la langue, le foncier, le développement économique, l'aménagement du territoire. La dernière réunion aura lieu dans un mois en présence du Premier ministre Édouard Philippe. Le malentendu semble dissipé. Pour preuve, le texte de révision constitutionnelle devait initialement arriver sous 8 jours au Conseil d'État. Il n'arrivera finalement qu'à la mi-mars. Je vous le disais en titre, le Sénat s'empare du projet de loi sur la Nouvelle-Calédonie. La totalité des articles ont été examinés. Le vote solennel interviendra la semaine prochaine. Ce texte précise les modalités du référendum qui doit se tenir avant fin 2018 et qui doit permettre à la Nouvelle-Calédonie d'accéder à la souveraineté. Les explications de Nelson Géten. 2 mois après la visite d'Édouard Philippe en Nouvelle-Calédonie, le projet de loi visant à encadrer le référendum d'indépendance est arrivé au Sénat. En décembre dernier, le Premier ministre avait rappelé le rôle primordial de l'État dans l'organisation de cette consultation. L'État est un acteur de ce processus et il lui incombe à lui comme aux autres partis de faire en sorte que ce processus unique dans notre histoire et assez unique dans l'ensemble des pays comparables puisse se dérouler calmement. Ce processus passe notamment par la définition du corps électoral. Le texte prévoit une procédure exceptionnelle d'inscription d'office sur les listes électorales. Y seront inscrits tous les électeurs résidant en Nouvelle-Calédonie depuis au moins 6 mois, mais également ceux natifs de l'île et gardant des intérêts matériels et moraux sur le territoire. Une disposition dérogatoire au droit électoral commun, mais autorisée par la Constitution. C'est une nouveauté en soi, mais ça fait partie de ces nombreuses étrangetés de la Nouvelle-Calédonie, étrangeté non pas parce que c'est étrange, mais parce que c'est étranger au droit électoral commun que l'on a en France, mais en France métropolitaine, mais également dans les autres territoires d'outre-mer. Si la loi est adoptée par les 2 chambres, le corps électoral pour le référendum de novembre 2018 passerait de 158 000 à 170 000 électeurs. Et on retourne à la salle des conférences où nous attend Tam Tranui. À vos côtés, le président de la commission des lois du Sénat, le sénateur Les Républicains, Philippe Bas. Philippe Bas, eh bien, la question qui a été débattue cet après-midi est une question délicate, c'est celle de la composition du corps électoral pour le référendum sur l'autodétermination qui doit se tenir en Nouvelle-Calédonie avant la fin de l'année. Pourquoi est-ce que c'est une question compliquée ? Il y a un peu plus de 30 ans, les Calédoniens se sont déchirés. Ils ont vécu de véritables tragédies. La République a réussi à les réunir et à rétablir la concorde civile. Mais la contrepartie, ça a été les accords de Nouméa de 1998. Et ils ont dit dans 20 ans au plus tard, il faudra un scrutin sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Mais naturellement, il faut que seuls votent les citoyens qui sont intéressés à cet avenir, pas ceux qui sont de passage. Et voilà pourquoi il faut faire une liste électorale spéciale. Et le texte que nous avons discuté au Sénat cet après-midi a été élaboré à la suite d'un accord de tous les signataires des accords de Nouméa de 1998 qui ont été réunis le 2 novembre à Matignon pour que tout le monde se mette d'accord sur la manière d'inscrire tous ceux qui ont droit de s'exprimer
sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Indépendantiste et non indépendantiste en clair. Exactement, il faut que tous les citoyens calédoniens puissent dire quel avenir ils veulent pour la Nouvelle-Calédonie. Et si cet avenir, c'est la France, alors il faudra ensuite qu'il se construise. Et il faudra que le gouvernement assiste tous les Calédoniens dans la construction de cet avenir. Vous êtes rendu sur place à Nouméa. Quel était le climat là-bas et comment les habitants accueillent la perspective du référendum ? Le référendum n'était pas encore complètement dans l'actualité vécue par les familles de Nouvelle-Calédonie. Il n'aura lieu qu'à la fin de l'année et progressivement, chacun va se rendre compte de l'importance de ce scrutin. Si je me suis rendu en Nouvelle-Calédonie, c'est pour faire mon travail de sénateur, c'est-à-dire écouter tout le monde et vérifier que les conditions d'inscription sur les listes électorales faisaient bien l'objet d'une entente entre tous les véritable partis. Consensus. Mais oui, parce que sinon, au lendemain du scrutin, ceux qui auront perdu diront c'est parce qu'on n'a pas inscrit les gens qui étaient de mon avis sur les listes électorales. Eh bien, là, ils sont tous d'accord. C'est ce que je voulais absolument vérifier. Est-ce que ce référendum, c'est un référendum à haut risque pour l'exécutif ? Est-ce que, on peut craindre effectivement de nouveaux déchirements si toutes les conditions que vous décrivez n'étaient pas remplies ? Il ne faut pas jouer les Cassandres. Les Calédoniens ont su, à tous les moments essentiels de leur histoire, pendant ces 30 dernières années, trouver en eux-mêmes le ressort d'une entente pour assurer le vivre ensemble. Et donc, je n'ai pas de raison de penser aujourd'hui, alors que tout le monde s'est mis d'accord sur la manière de faire la liste électorale spéciale, qu'il puisse y avoir des troubles. Et pour quelle raison y en aurait-il ? La règle démocratique s'applique et chacun est respectueux du suffrage universel. Je n'ai aucune raison de douter qu'on se méfie en Nouvelle-Calédonie du suffrage universel. Merci beaucoup Philippe Bas pour votre réaction avant ce texte qui sera certainement adopté en vote solennel mardi prochain. Merci à vous, Tam. Et on va justement reparler des enjeux de ce référendum, mais aussi de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie avec mes invités dans le premier débat. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Léa Havard. Bonjour, vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université de Bordeaux. Vous êtes spécialisé en droit des Outre-mer. Merci à vous. Également avec nous Jacques Bigot. Bonjour, sénateur socialiste du Bas-Rhin. Vous vous êtes rendu avec Philippe Bas justement en Nouvelle-Calédonie au mois de janvier. Vous allez nous dire dans quel état d'esprit vous avez trouvé les Calédoniens. Également avec nous Jacques Poadja. Bonjour, vous êtes sénateur Union centriste de la Nouvelle-Calédonie. Et face à vous, Pierre Frogier. Bonsoir. Bonjour, vous êtes sénateur Les Républicains également de Nouvelle-Calédonie. Première question pour vous, messieurs les parlementaires de Nouvelle-Calédonie. Pourquoi ce projet de loi aujourd'hui ? Est-ce qu'il va réellement permettre de mettre un terme à cette question du corps électoral ? On l'a dit, ça envenimait un petit peu les relations depuis des années. Écoutez, pour moi, c'est une étape importante dans le cadre du processus qui a démarré depuis les accords de Matignon, ensuite les accords de Nouméa. Et effectivement, dans le cadre de ces accords, il est prévu qu'à un moment donné, il y ait un référendum qui doit se faire courant de cette année. Donc pour moi, c'est une étape très importante pour la Nouvelle-Calédonie. Alors effectivement, il y a le problème du corps électoral. Mais au cours... Est-ce que vous êtes satisfait par le contenu du texte ? On a rappelé. Tout à fait. Vous savez, je suis membre du groupe politique Calédonie Ensemble au niveau de la Nouvelle-Calédonie et je pense que, comme prévu dans l'accord, il était nécessaire que l'on arrive à l'étape d'aujourd'hui. Pierre Frogier, votre sentiment sur ce projet de loi, on l'a dit, un consensus se dégage autour de ce texte. Oui, qui fait consensus. C'était un peu compliqué pour y arriver, mais enfin, c'est un peu la méthode que nous poursuivons en Calédonie maintenant depuis de nombreuses années. S'obliger à trouver des consensus sur tous les sujets qui peuvent nous diviser. Certes, nous sommes effectivement satisfaits de l'adoption de ce texte.
Mais pourtant, c'est pas ça qui va, qui va déterminer l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. J'ai pu à nouveau dire en séance que c'est une disposition essentielle pour l'organisation technique de la consultation. Et pourtant, ça ne règle pas le problème politique, dont on reparlera probablement. On va y venir effectivement. Votre sentiment, Léa Havard. Il faut expliquer peut-être aux téléspectateurs aussi qu'il y a un système aujourd'hui électoral un peu différent en Nouvelle-Calédonie que ce qu'on peut connaître en France métropolitaine. Il y a 3 listes différentes. Oui, effectivement, en Nouvelle-Calédonie, 3 listes électorales différentes. Il y a une liste électorale générale qui permet aux habitants de Nouvelle-Calédonie de voter aux élections nationales, aux élections européennes, aux élections communales. Donc une liste électorale générale équivalente à ce qu'on peut retrouver en métropole. Et puis 2 listes électorales spécifiques à la Nouvelle-Calédonie. Une liste électorale provinciale qui va permettre de voter donc, aux élections provinciales et pour le renouvellement du Congrès. Donc où il y a des critères d'inscription spécifiques, et puis une 3e liste, la liste électorale qui nous intéresse particulièrement en ce moment, qui est la liste électorale de consultation qui va permettre aux populations intéressées de participer au scrutin d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. Et donc seules les personnes qui ont un attachement fort avec ce territoire doivent pouvoir participer à la détermination de son destin politique. Ouais. Avec ce projet de loi, Jacques Bigot, on ne pourra pas contester la légitimité de ce scrutin ? C'est ça le but, c'est de permettre, parce que c'était la demande, notamment des indépendantistes, de dire que, je crois qu'un professeur d'université leur a révélé qu'il y aurait peut-être 20 000 Kanaks qui ne seraient pas inscrits sur les listes. En fait, vraisemblablement, il n'y en a que beaucoup moins, 11 000 même pas, je crois. Et donc, l'idée, c'est de les inscrire d'office, ce qui est nouveau dans la République française. On n'a pas l'habitude d'inscrire d'office les gens, mais c'est une manière de s'assurer que personne ne vienne dire « oui, le scrutin a été faussé parce que tous les gens membres du peuple kanak n'étaient pas là pour voter ». Et du coup, les non-indépendantistes ont dit « mais il faut aussi, dans ce cas-là, permettre que des non-indépendantistes, des non-Kanak puissent s'inscrire, des gens qui ne soient pas de régime coutumier. Et ce qui était important, c'est que par contre, on se tienne aux accords de Nouméa sur le fait que seuls les gens qui ont leur centre d'intérêt matériel et moraux et qui sont natifs de Nouvelle-Calédonie, ou dont la famille est native de Nouvelle-Calédonie, puissent participer à cette élection. C'est un scrutin d'autodétermination. Si les métropolitains présents sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie pouvaient participer à cette élection comme ils participent aux élections communales, on aurait pu dire le scrutin est faussé, il a suffi d'inscrire plein de métropolitains pendant les 20 ans pour que le scrutin soit faussé. Là, c'est vraiment les gens qui vivent de ce territoire, aussi bien évidemment le peuple kanak, celui qui a été victime de la colonisation, que ceux qui sont venus là, placés par comme des communards, des bagnards, ou tout simplement des colons qui vivent là depuis plusieurs générations et qui, bien évidemment, ont le droit de s'exprimer sur l'avenir de leur territoire. Et le vrai sujet, c'est comment aura lieu ce référendum dans des circonstances extrêmement contraintes, puisqu'il faut qu'il ait lieu avant la fin de l'année. Alors justement, j'entendais madame tout à l'heure évoquer avec grande compétence les différents corps électoraux, général, provincial et aujourd'hui référendaire. Il faut savoir quand même que ça va faire 10 ans que la vie politique locale est occupée par ce problème des corps électoraux. Vous vous rendez compte ? Depuis 1999, ça fait plus de 10 ans, on ne parle que de ça. Pour une première réforme constitutionnelle sur le corps électoral dit gelé, ensuite le corps électoral provincial jusqu'en 2015, et ensuite le corps électoral référendaire a pris le relais. Simplement, je veux dire que pendant ce temps où nous avons perdu à ergoter sur les différents corps électoraux, nous n'avons pas consacré ce temps à la réflexion politique de ce qui pouvait se advenir après cette consultation dont on parle. Justement, Gérard Poadja, sur cette dimension politique, est-ce que vous avez déjà réfléchi, c'est ce que aussi le Premier ministre Édouard Philippe a demandé aux élus locaux, à la question qui devra être posée? Écoutez, la question et la date du référendum sera étudiée au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on connaîtra la question. Mais il n'empêche qu'il nous appartient à nous, responsables politiques calédoniens, de faire en sorte de échanger
parce qu'on peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de sujets, mais il faut impérativement que l'on trouve une solution pour l'après-référendum. Parce que nous allons nous retrouver de toute manière au lendemain entre nous après le référendum. Donc il nous appartient à chacun d'entre nous de faire un effort et de trouver ce qui nous rassemble. Il faudra une question binaire forcément, avec une réponse par oui ou par non, pour que le scrutin là aussi soit très clair, Pierre Frogier. Si l'État doit assumer une responsabilité, c'est bien celle de la question. De la question. Puisque vous savez que le Conseil constitutionnel... Enfin d'abord, je parle sous contrôle. Cette question doit être arrêtée en Conseil des ministres, effectivement, après avis du Conseil constitutionnel. Et donc, c'est la responsabilité exclusive du gouvernement. Mais là aussi, j'ai l'impression que le gouvernement ne veut pas assumer cette responsabilité et renvoie la rédaction, la discussion de cette question au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Mais non, non, non. Parce qu'il faut que cette question soit claire, soit précise, qu'elle ne soit pas alambiquée, qu'elle ne soit pas ambiguë, de façon que celles et ceux qui auront à se prononcer le fassent en toute conscience et en toute sérénité, en toute sincérité. C'est un autre enjeu, ça, la question, il y a Havard, justement, je le disais, avec une question binaire pour une réponse claire et précise, sans ambiguïté. Oui, alors la formulation en fait même de la question, effectivement, est encore à déterminer, mais en réalité, le contenu de cette question, il est déjà prévu dans l'accord de Nouméa, puisque c'est une consultation sur l'accession à la pleine souveraineté, et qui doit porter sur le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, son accès au statut international de pleine responsabilité, et puis la transformation de la citoyenneté en nationalité. Donc on sait que cette question, et c'est là que les choses se compliquent un peu, doit inclure ces différents éléments. Donc il va falloir effectivement réussir à trouver une formulation qui soit suffisamment claire pour pouvoir permettre à la population de voter en pleine connaissance de cause et d'avoir un résultat sincère et encore une fois clair et légitime, mais en même temps voilà, essayer de combiner ces différents éléments. Avant de poursuivre ce débat, justement, je vous propose d'écouter les attentes des habitants. Qu'attendent-ils de ce référendum? On écoute. Aller dans ce référendum dans un esprit apaisé, c'est la solution qui est souhaitable pour l'ensemble. On a connu des choses dans le passé. On ne voudrait pas revenir sur ce passé-là pour endeuiller tant de familles et surtout rendre orphelins tant d'enfants. Moi, je préfère rester français. Parce qu'avec la France, on a les bonnes conditions de vie. Avec l'État français, on ne sait pas demain, avec le nouveau pays, qu'est-ce que ça va donner. Et nous, la population autochtone, de sentir que l'État français est acteur et prend en considération notre avenir, c'est déjà beaucoup pour nous. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de paroles qui s'échangent, mais après, c'est dans les actes, dans les actions qu'on va pouvoir porter sur la population qui vont c'est cela qui va nous rassurer. Quel est le sentiment qui règne actuellement, Gérard Poadja? On dit que beaucoup aspirent finalement au statu quo. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez aussi? Non, écoutez, moi, c'est pas le sentiment que j'ai. Ce que je souhaite, et comme le maire de Lifou l'a indiqué tout à l'heure, c'est que ma réelle volonté personnelle et celui de Calédonie Ensemble, c'est que l'on arrive à ce référendum avec un esprit d'apaisement. Ce que je souhaite aussi, c'est que l'on puisse sortir de ce scrutin la tête haute. Parce que, mais pour cela, il faut impérativement que, je l'avais indiqué tout à l'heure, c'est que nous qui sommes responsables politiques au niveau du pays, on puisse échanger et trouver des solutions d'avenir du pays au lendemain du référendum. Ce qu'il faut que l'on comprenne, c'est que beaucoup de notre population, et moi particulièrement, je ne souhaite pas que l'on retombe dans ce que l'on a vécu durant ce que l'on appelle les événements à l'époque. Parce que c'est justement ces événements-là qui ont fait que l'on a signé 2 accords. Et l'accord de Matignon et ensuite l'accord de Nouméa. Maintenant, il nous appartient de faire un effort pour que la paix règne dans notre pays.
Jacques Bigot, peut-être votre réaction. Il y a ce risque de retomber justement dans des antagonismes assez violents comme on avait pu connaître par le passé ? Le risque existe bien sûr toujours, parce que quand vous avez un référendum avec une question qui risque d'être binaire, il peut y avoir des déçus, c'est évident. En même temps, depuis 20 ans, des choses se sont construites. D'abord, de plus en plus, une forme d'autonomie quand même dans la gestion. Le Congrès de Nouvelle-Calédonie désigne un gouvernement, il y a plein de compétences qui leur sont propres. La vraie question, elle porte sur quelques compétences de souveraineté. C'est une situation tout à fait exceptionnelle qui devra de toute façon durer, s'organiser. Donc, en même temps, il y a des enjeux économiques dont on parle peu. J'ai bien senti d'ailleurs en parlant avec des gens de Nouvelle-Calédonie que la situation du Vanuatu, avec son indépendance, mais en même temps une forme de dépendance d'autres pays, interroge même le peuple kanak en disant mais est-ce que nous avons cette capacité ? D'où, et je comprends ce que dit Pierre Frogier, d'où l'attitude de certains de dire oui mais on pourrait envisager une indépendance association. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a des choses qui sont comment est-ce que en restant dans la République, on va vivre ensemble néanmoins dans la particularité de ce territoire qui est à 17 000 km de la métropole. Il y a aujourd'hui des gens qui vivent en Calédonie et qui sont nés, qui ne sont jamais venus en métropole, qui vont en Australie, qui vont en Nouvelle-Zélande, mais qui ne connaissent pas la métropole. Il faudra peut-être développer, on fait en Europe de l'Erasmus pour que les jeunes circulent dans l'Europe, on pourrait peut-être envisager, si la Nouvelle-Calédonie reste dans notre République, qu'il y ait aussi un Erasmus pour qu'on ne soit pas obligé d'être parlementaire pour venir en métropole, messieurs. Je pense que c'est des choses de cette nature qu'il faudra aborder ensuite. Pierre Frogier, sur cette notion de pleine souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Et qu'est-ce que ça implique ? Écoutez, c'est au professeur de droit qu'il faut poser cette question. Pour moi, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance. Et donc, ma vie politique, elle a été investie pour défendre la Nouvelle-Calédonie dans la France. Donc, je rappelle que vous avez été signataire des accords de Matignon et de l'accord de Nouméa. Et de Nouméa, justement. Et c'est pour ça que, depuis des années, 98, c'est il y a 20 ans, j'étais persuadé qu'en 98, que lors de ce scrutin d'autodétermination, une très très grande majorité de Calédoniens, parce que le temps aurait passé, aurait pu s'exprimer dans un sens ou dans l'autre. Mais à 80, 80-20 ou 90-10. Je me suis rendu compte, il y a quelques années, que ce n'était pas le cas. Pourquoi ? Parce que cette consultation, ce scrutin d'autodétermination, restera un vote identitaire. Peu, finalement, de nos compatriotes ne s'exprimeront sur la question qui va être posée. Les Kanaks vont voter pour l'indépendance. Ce n'est pas politiquement correct ce que je vous dis. Et les Européens et les Océaniens voteront pour la France. Donc, ils ne répondront pas à la question posée. Et c'est pour ça que depuis des années, j'étais déterminé à trouver une solution différente qui puisse donner un aveu d'échec véritable quand on vous entend, Pierre Frogier. Ça a été un échec. Ça a été un échec. Personne n'a voulu me suivre. Mais l'État, les différentes personnalités en responsabilité ces dernières années à Paris ne nous ont pas aidés non plus. Eh bien, maintenant, il y a un temps pour tout. Moi, je suis lucide. Le temps de cette solution est derrière nous. Ce que je souhaite, c'est que dans les mois qui nous restent pour aborder ce scrutin d'autodétermination, que les choses soient claires et sans ambiguïté. Les discussions entre partenaires locaux, c'était hier. C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. Il faut qu'aujourd'hui les choses soient plus claires possible, de façon que les Calédoniens, puisque maintenant le Premier ministre nous impose un scrutin binaire, qui sachent précisément quelle est la question qui leur sera posée, de façon à s'exprimer en toute sincérité et en toute intelligence. Jacques Bigot et ensuite Léa. Oui, il faut quand même préciser, ce n'est pas le Premier ministre qui impose un scrutin binaire, ce sont les accords de Nouméa qui le disent clairement. Et donc, on ne peut pas reprocher à la République de ne pas respecter les engagements des accords de Nouméa. C'est tout à fait vrai, c'est la lettre de l'accord. Par contre, il faut quand même rappeler qu'il y a ce référendum, et puis il y a la possibilité ensuite, pour un tiers du Congrès, de solliciter un deuxième référendum dans les 2 ans et ensuite éventuellement un troisième référendum. C'est aussi prévu dans les accords. Et ce temps-là, si le référendum ne conduit pas à l'indépendance, ce temps-là sera aussi le temps, sans doute, de la construction de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République, avec son statut particulier qu'elle a déjà et qu'elle doit conserver. Ça paraît évident.
Justement, Léa Havard, sur ce statut particulier, on a beaucoup parlé à l'occasion de la consultation organisée en Corse de statut particulier des Outre-mer avec cet article 74. Est-ce qu'après ce référendum, il va falloir modifier une nouvelle fois la Constitution ? Alors, je ne peux pas vous apporter une réponse claire à cette question, puisque ça dépendra évidemment du choix des Calédoniens. Si les Calédoniens choisissent l'indépendance et veulent rompre les liens avec la France, évidemment, ça n'impliquera pas d'inclure la Nouvelle-Calédonie à nouveau dans le cadre de la Constitution. En revanche, si les Calédoniens souhaitent rester au sein de la République française, il faudra vraisemblablement modifier la Constitution, soit pour lui donner un statut actuel, un statut équivalent à ce que la Calédonie a actuellement, ou éventuellement penser un nouveau statut politique, un nouveau statut juridique au sein de la République française. Mais dans tous les cas, effectivement, il faudra mettre en conformité ce nouveau statut juridique au sein de la Constitution française. Gérard Poadja, je voudrais vous faire agir au propos de Pierre Frogier. Est-ce que vous pensez que ça sera un vote identitaire avec les Kanaks qui se prononceront pour l'indépendance et les Européens, eh bien, oui, écoutez, contre? On est parfaitement conscient qu'il y a une majorité de Kanaks qui sont indépendantistes. Mais je crois que là, il est important pour l'ensemble de la population de réfléchir à ce référendum qui est tout de même un véritable choix. Et donc, voilà, moi Pierre a certainement raison. Ce que je souhaite simplement, c'est de mettre le débat au niveau de l'ensemble des Calédoniens. Parce qu'il y va de notre avenir à nous tous. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le collègue sénateur parlait de deux autres échéances prévues dans les accords de Nouméa, moi je considère qu'il nous appartiendra à nous, justement de profiter de cette période-là pour trouver des solutions. Et il est prévu, mais comme pour le référendum en fin d'année, rien ne nous empêche de trouver des solutions entre nous, Calédoniens, mais aussi avec, bien entendu, l'État français. Ça paraît un processus extrêmement long, Pierre Frogier, si effectivement il y avait ces possibilités de second, troisième référendum finalement. Écoutez, ces deuxième et troisième référendums n'ont pas de sens. Je ne vais pas refaire l'histoire de cette négociation. Mais à partir du moment où cette première consultation aura donné un résultat net, l'opinion n'aura pas changé 18 mois après. Et puis, voilà. Et donc, comme l'indiquait tout à l'heure Jacques Bigot, que ce soit effectivement le temps et l'opportunité de trouver une nouvelle solution dans la France, puisqu'on ne parle que de ça, c'est effectivement, ce serait la sagesse. Ce serait la sagesse. Mais je ne pense pas, enfin je considère que n'avoir en tête que, ok, on en a fait un premier, donc on va attendre le deuxième et puis ensuite le troisième, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens politique. En tout cas, c'est une réflexion qui n'est pas au plus proche, au plus près des préoccupations de nos compatriotes. Jacques Bigot. Oui, non, mais je crois que c'était le sens des accords de Nouméa, c'est-à-dire de permettre de dire aux indépendantistes, qui étaient quand même très demandeurs, de dire on mettra tout en œuvre pour que la question de l'autodétermination, sous le contrôle de l'ONU d'ailleurs, puisse être posée clairement et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, et qu'il y ait des choses claires, et qu'il n'y ait pas non plus de contestation de la manière dont la consultation se fait et peut se faire. Il faudrait, pour qu'il y ait un deuxième ou un troisième référendum, un tiers des membres du Congrès qui le demandent. En plus, le Congrès va être réélu très peu de temps après. Donc, c'est vrai que c'est peu vraisemblable. Mais c'est bien pour dire aussi qu'il y a ce temps qui est donné. Il a fallu du temps, il faudra du temps. Mais en démocratie, le temps peut être utile. À condition, non. Léa Havard, pour conclure ce débat, il y aura aussi des améliorations sociétales qui vont devoir accompagner ce référendum, je le disais, pour aussi pacifier la situation sur place ?
Excusez-moi. Des améliorations sociétales en fait de la société qui devront justement faire partie de la future consultation pour justement permettre de pacifier les tensions. Oui, pacifier les tensions, je pense que c'est effectivement le principal objectif. Et d'ailleurs, c'est dans cet esprit-là qu'a été examiner aujourd'hui le projet de loi organique. C'est vraiment arriver à un référendum dans un esprit le plus apaisé possible. Et je pense effectivement que c'est vraiment le sens des accords de Nouméa. Si on parle du rééquilibrage, du destin commun, voilà des notions fortes qui doivent conduire les Calédoniens ensemble à décider de façon, encore une fois, la plus apaisée possible. Bien, merci à vous, Léa Varde. Merci Pierre Frogier, merci Gérard Poadja, merci Jacques Bigot d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que le vote solennel aura lieu la semaine prochaine dans l'hémicycle. Comment l'économie de montagne peut-elle s'exporter tout en participant au développement du territoire? La délégation sénatoriale aux entreprises s'est rendue en Savoie hier à la rencontre des acteurs économiques qui relèvent chaque jour ce défi. C'est un reportage de Clément Perrault. Sur les routes de Savoie, le minibus parcourt un territoire économiquement dynamique. La délégation aux entreprises du Sénat est venue ici découvrir un département montagnard, mais où l'activité ne se limite pas à l'industrie du ski. Premier exemple avec Poma, fabricant de remontées mécaniques dont les marchés évoluent. Les téléphériques sont aujourd'hui plébiscités en milieu urbain. Tout l'enjeu, c'est d'adapter un savoir-faire traditionnel savoyard à cette nouvelle donne. L'entreprise a par exemple construit plusieurs lignes métro-câblées à Medellín, en Colombie. Dans les pays en développement actuellement, qui ont besoin d'infrastructures très rapidement, la particularité c'est qu'on peut mettre une ligne de remontée mécanique de télécabine en urbain en 2 ans. Ça a permis de tout de suite équiper des pays d'Amérique latine ou d'Asie. Ce site de 7 hectares au pied du massif alpin a été inauguré le mois dernier par Édouard Philippe. Pour Martine Berthet, sénatrice de Savoie, ces entreprises sont des moteurs économiques indispensables au territoire. L'avantage de leur installation sur ce site, c'est qu'il y a d'autres entreprises qui sont en lien et qui leur sont complémentaires, qui travaillent également ici, qui sont installés au même endroit. Et ceci permet de belles complémentarités, effectivement, pour l'aménagement tout autour de nos stations. Fin de la visite, les gérants du site interpellent les sénateurs sur leurs besoins. C'est le principe aussi de ce type de déplacement. Ce que nous souhaiterions, c'est pouvoir augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires, passer de 220 plutôt vers 300 heures, et faciliter les procédures pour nous permettre de créer des équipes de week-end, samedi et dimanche. Message reçu. Je regrette que vous ne l'ayez pas dit au Premier ministre quand il est venu inaugurer. Mais il était sourd le jour-là. En route vers une autre entreprise à quelques kilomètres. SAF, une société de maintenance d'hélicoptères et de formation de pilotes. Ici aussi, c'est une expertise typique des zones de montagne qui élargit ses horizons. SAF forme des pilotes indiens ou russes et retape des hélicos des polices gabonaises ou encore chinoises. Le gérant fustige la complexité des normes dans son secteur. Un frein selon lui à son développement et pour la délégation, un exemple des lourdeurs à combattre. Il faut surtout leur donner un peu plus de liberté. C'est ce que nous demandent les entreprises. Elles nous demandent de les laisser travailler. Aujourd'hui, elles sont sous un vrai carcan administratif. Il ne se passe pas une table ronde sans que l'on entende ce terme de nombreuses fois autour de la table. Outre ces visites sur le terrain, cette délégation organise la journée des entreprises au Sénat. Elle aura lieu cette année le 29 mars. Et on va retrouver Tam Tra Nui avec le sénateur Sébastien Meurant, sénateur Les Républicains du Val d'Oise, qui fait justement partie de cette délégation aux entreprises. Sébastien Meurant, bonjour. Vous avez participé à ce déplacement en Savoie de la délégation aux entreprises. Et on va peut-être commencer d'abord par le verre à moitié plein. Vous avez pu constater qu'il y avait des technologies liées au territoire, à la montagne, le téléphérique par exemple, qui s'exportent très bien à l'étranger, notamment en Colombie. Oui, en Colombie, en Chine et ailleurs, effectivement, pas qu'en Savoie. Donc nous avons des entreprises performantes sur les territoires. Et c'est vrai que
pour parler donc de Poma, puisqu'on peut le citer. Donc c'était une entreprise familiale française qui a été reprise par une entreprise familiale italienne, et c'est un grand succès. Bon, Poma est bien connu de tous les skieurs, et c'est un succès sur les 3 marchés à l'international, puisque près de 80%, je crois, de leur production s'exporte. Donc c'est un succès qui a besoin d'être accompagné, notamment en matière de formation, en matière d'assouplissement également de nos règles, puisque nos règles sont très contraignantes, notamment en matière d'heures supplémentaires. Ils ont des commandes à honorer. On les entend dans le reportage, c'est l'une de leurs demandes, débloquer plus un contingent d'heures supplémentaires en plus. Oui, c'est sûr qu'au sein de l'Europe, on parle que de l'Europe, des concurrents à Poma ont plus de souplesse pour adapter leur outil de production. Donc là moi, je crois que évidemment, je crois que l'intelligence de nos territoires s'exprime à travers ces entreprises, et elle a besoin de cette intelligence de liberté d'entreprendre. Vous vous rendez compte, ces entreprises ont du mal à... Problème de normes aussi également, Problème de normes, ont du mal à produire. Il suffirait de libérer un peu les carcans qui existent qu'en France, et on parle de concurrents qui sont des concurrents autrichiens, des concurrents italiens, donc on ne parle pas de l'exploitation des ouvriers. Je pense que ceux qui seront volontaires pour travailler plus, moi je crois au travail, je crois à la liberté, travailler plus pour gagner plus, c'est un slogan qui me parle. Est-ce que vous faites confiance au gouvernement pour aller dans ce sens? C'était le sens des ordonnances. D'ailleurs, Édouard Philippe s'était lui-même rendu en Savoie à l'écoute de ces entreprises. Eh bien, j'attends de voir, puisque entre la communication du gouvernement sur ce sujet-là et la réalité, nous avons effectivement un écart qui ne se résout pas pour l'instant. Donc j'espère. Qui se comble par exemple avec les ordonnances, avec un certain nombre de flexibilités? Alors sur les ordonnances, c'est des sujets de bon sens. Les accords d'entreprise plutôt que les accords de branche. Il y a quelques mesures, mais c'est des mesures qui sont je dirais, symboliques. Alors les symboles sont importants, mais le vrai problème, c'est effectivement les normes. On est surnormé, surimposé, et ça, c'est pas du déplacement d'hier. Mais ça, on est plus normé que les autres concurrents européens. Donc ça, c'est un problème. Et compétitivité. Après, compétitivité sur les normes. Après, compétitivité sur les charges, notamment sociales. Aujourd'hui, en France, on paye plus cher, plus de charges qu'en Allemagne, qu'en Autriche, qu'en Italie. Donc là, il y a un vrai problème au sein de l'Europe où le poids de la dépense publique handicape nos entreprises. Donc on a besoin de liberté, on a besoin de laisser aux acteurs économiques la possibilité de se déployer. Et également, en handicap sur la formation, puisque de nombreuses entreprises que nous avons vues hier vont être obligées, commencer à créer leur propre école d'apprentissage. Que fait l'éducation nationale? Que fait une réflexion sur l'apprentissage? Il y a une nouvelle réflexion sur l'apprentissage de la part de l'exécutif. Absolument. Mais c'est dire d'où nous partons. Effectivement, parce que les entreprises, leur métier premier, c'est de produire, c'est de créer de la richesse, de distribuer des salaires. Et là, elles vont être obligées de se transformer en centre d'apprentissage, en formateur. Merci beaucoup Sébastien Meurant pour votre analyse après ce déplacement de la délégation aux entreprises en Savoie. Merci beaucoup Tam. Une enfant de 11 ans peut-elle librement consentir à une relation sexuelle avec un homme de 28 ans? La question est au cœur du procès qui s'est ouvert cet après-midi à Pontoise. En septembre, le ministère public avait considéré que la fillette était consentante car elle avait suivi l'homme sans contester. Une affaire qui relance le débat sur l'instauration d'un âge minimal de consentement. Le Sénat s'y oppose et propose une présomption de contrainte. Explication, Flora Sauvage. Actuellement, la loi ne prévoit pas de seuil d'âge minimum du consentement sexuel entre un majeur et un mineur. Un groupe de travail sénatorial propose de créer une présomption de contrainte, contrairement au gouvernement qui souhaite créer un seuil minimal en dessous duquel une relation sexuelle entre un majeur et un mineur est considérée comme un viol. Le gouvernement cherche à fixer un seuil, mais il est comme nous, au bout de 4 mois de travaux, le gouvernement ne sait plus très bien où il en est. Et si on essaye de réfléchir autant, c'est parce que ce n'est pas simple. Le sujet est grave, le sujet est lourd, le sujet est difficile. Le prêt-à-penser est à bannir et fixer un seuil n'arrangera pas forcément les choses. Mais ne pas instaurer de seuil, à l'image de la plupart des pays en Europe, pose question. L'ancienne ministre à l'Enfance, Laurence Rossignol, tente de défendre les propositions faites par le groupe de travail. Les seuils, de toute façon, que ce soit en politique sociale, que ce soit en politique pénale, c'est toujours un sujet. Et donc la proposition du groupe de travail d'une présomption de contrainte permet, à mon sens, à la fois une large protection, plus ample que uniquement ceux qui sont en dessous du seuil, et deuxièmement, permet aux juges d'appréhender la situation. Emmanuel Macron souhaite instaurer un seuil d'âge minimum du consentement sexuel à 15 ans. Pour tenter d'y voir plus clair, le gouvernement a lancé une mission pluridisciplinaire
qui doit rendre ses travaux le 1er mars, une semaine avant la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Et sur ce thème, Jackie Coulon, secrétaire national de l'Union syndicale des magistrats, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Jackie Coulon. Bonjour. À cette question, faut-il fixer un âge minimum légal en deçà duquel un mineur serait présumé opposé à tout acte sexuel? Le Sénat a répondu non. Est-ce que vous saluez cette décision? Je comprends tout à fait la position prise par le Sénat qui, dans ce groupe de travail, a critiqué la notion d'âge limite à partir duquel pourrait y avoir consentement ou non consentement à un acte sexuel. Les critiques qui ont été relevées, notamment le fait que le seuil est en quelque sorte arbitraire et surtout ne tient pas compte de la maturité de chaque adolescent qui évolue, et il est difficile de dire qu'entre 13 et 15 ans, eh bien, que les adolescents ont la même évolution. Et la proposition faite par le groupe de travail prend en compte ce côté arbitraire du seuil à fixer et résout un peu la difficulté de savoir quel est le seuil qu'on va imposer. Dans les législations européennes, on va de 13 ans jusqu'à 16 ans. Pourquoi plutôt 13 ans, plutôt 14 ans, plutôt 15 ans, 16 ans? La question nous a été posée à nous, syndicats de magistrats. Évidemment, nous, on n'a pas à fixer de seuil. Et vous diriez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vide juridique en France en matière de protection de l'enfant, justement, sur ces questions d'atteinte sexuelle, d'agression sexuelle? Alors actuellement, la législation fait en sorte que le juge s'intéresse aux éléments constitutifs concernant l'auteur, ou en tout cas la personne qui est poursuivie, savoir si elle a exercé des contraintes, des menaces, des violences ou des surprises. Si on se tourne vers un seuil d'âge comme l'envisage le gouvernement, eh bien on se place du côté de la victime, de rechercher s'il y a un consentement ou pas. La question se posera alors s'il y a lieu à débat sur une présomption simple, c'est-à-dire qu'on peut combattre, ou une présomption irréfragable qu'on ne pourrait pas renverser. En ce qui nous concerne, une présomption irréfragable est absolument inenvisageable, parce que ce serait contraire à la Constitution, ce serait également contraire à la déclaration, la Convention européenne des droits de l'homme. Et ce que semble pourtant vouloir faire le gouvernement, Jackie Coulon. Alors le gouvernement, de ce que j'en sais, moi j'ai pas vu de position prise sur ce point-là. J'ai entendu la ministre de la Justice dire qu'il était difficile de faire une présomption irréfragable, mais un certain nombre d'associations de mineurs et de protection des mineurs insistent pour une présomption irréfragable. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui me paraît absolument inenvisageable et que le législateur ne pourrait pas, à mon sens, prendre. Car le droit pénal en France ne peut pas comprendre une présomption de culpabilité qu'on ne pourrait même pas renverser, alors que la présomption qui gouverne tout le droit pénal et la procédure pénale, c'est la présomption Pour que le téléspectateur comprenne bien, qu'est-ce que ça implique justement, cette notion de peine irréfragable, Jackie Coulon? Eh bien, ça voudrait dire que le jeune qui serait poursuivi pour des actes sexuels commis sur une mineure, par exemple un jeune qui aurait 18 ans et 1 mois, et une adolescente qui aurait 14 ans et 11 mois, si on prend le seuil de 15 ans, eh bien ne pourrait pas rapporter la preuve que la jeune fille était consentante, ne pourrait pas rapporter la preuve qu'elle était amoureuse de lui et qu'elle voulait tout à fait avoir cette relation. Et sur la plainte des parents, eh bien inévitablement, s'il y avait eu pénétration, il se retrouverait devant la cour d'assises avec une condamnation à une peine de réclusion criminelle et une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, ce qui n'est pas rien. Et ça, il ne pourrait pas l'éviter parce qu'il ne pourrait pas rapporter la preuve du consentement de la victime. Alors, le Sénat propose à la place une notion de présomption de contrainte. Que pensez-vous de cette idée ? Alors c'est une recherche intéressante qui mérite effectivement d'être étudiée, et on resterait dans ce cas dans l'étude des éléments constitutifs par rapport à l'auteur. Il y aurait cette présomption de contrainte, et dans la mesure où cette présomption de contrainte pourrait être combattue, et c'est-à-dire que la personne poursuivie pourrait apporter des éléments devant la justice pour dire que finalement il n'y avait pas de contrainte, eh bien une telle proposition me paraît conforme aux standards européens et de procédure pénale que nous appliquons. Standards européens, mais ce n'est pas tout à fait ce qui se passe en France.
Alors, ce qui se passe en France actuellement, c'est qu'il n'y a pas de présomption de contrainte. C'est à la partie poursuivante, au parquet, aux parties civiles éventuellement, mais surtout en premier chef au parquet, de prouver qu'il y a une contrainte. Et là, en l'occurrence, il y a un certain nombre de dossiers, comme le dossier qui était en cours à Pontoise, où manifestement, il y a une difficulté pour prouver la contrainte. En tout cas, c'est ce que le parquet avait estimé lorsqu'il a poursuivi ce Justement, puisque vous évoquez cette affaire, ça a choqué beaucoup l'opinion. Comment on peut sortir de ça et assurer qu'aujourd'hui, les mineurs sont bien protégés des violeurs? Alors, la notion de protection, il faudra savoir ce qu'on met évidemment derrière. Pour l'instant, s'il n'y a pas de contrainte, de violence, de menace ou de surprise, il existe une infraction qui s'appelle l'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans. Donc tout acte sexuel commis par un majeur sur une mineure de 15 ans constitue un délit qui est puni de 5 ans d'emprisonnement. Le groupe de travail du Sénat préconise d'alourdir cette peine. Pourquoi pas ? C'est effectivement une piste qui peut être recherchée. On peut aggraver les peines pour atteinte sexuelle, c'est-à-dire l'acte sexuel, quel qu'il soit, commis sans contrainte, menace, violence ou surprise sur un mineur, mais uniquement commis par un majeur. C'est-à-dire que des actes sexuels entre mineurs ne sont pas concernés, dans l'état actuel du droit, par le délit d'atteinte sexuelle. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que les magistrats sont suffisamment armés pour rendre justice justement à ces mineurs victimes de violences ou agressions sexuelles? Alors, rendre justice aux mineurs, ça je ne sais pas, mais en tout cas, pour examiner de façon précise les éléments constitutifs de l'infraction vis-à-vis de l'auteur, car il y a une présomption d'innocence qui ne saurait de toute façon être remise en cause. Et il faut toujours prouver la culpabilité de la personne qui est poursuivie. Ça, c'est un principe qu'on ne peut pas, sur lequel il n'est pas question de revenir, même s'il y a une présomption, comme je le disais tout à l'heure. Si la loi française n'est pas modifiée, qu'on ne fixe pas de seuil, alors à 15 ans, c'était ce qui avait été annoncé, et même le chef de l'État lui-même avait cette préférence pour ce seuil. Si on ne touche pas la loi française, est-ce qu'on pourra de nouveau avoir des affaires telles que celle de Pontoise? Si on ne change pas la loi, il est certain qu'on pourra avoir de nouveau des cas identiques à celle de l'affaire de Pontoise, où les magistrats, enfin le magistrat du parquet ont strictement appliqué la loi. Et en ce qui nous concerne, nous, Union syndicale des magistrats, nous considérons que c'est une question de société, que c'est au législateur de trancher dans un sens ou dans l'autre, et bien évidemment, les magistrats appliqueront la loi qui sera votée par le législateur. Mais vous n'êtes pas forcément favorable à une modification de la loi sur ce thème? Pas forcément, mais nous ne sommes pas non plus opposés. Nous considérons que c'est une question de société sur laquelle le législateur doit trancher. Nous n'avons pas d'opposition ni de position. Alors, Jackie Coulon, le groupe de travail du Sénat s'est également prononcé sur les questions de prescription avec un allongement des délais à 30 ans pour les crimes sexuels et 20 ans pour les agressions. Là aussi, est-ce que vous soutenez ces propositions sénatoriales? Alors, là aussi, on peut les comprendre, ces propositions. Pour autant, est-ce qu'on peut vraiment penser qu'elles vont aboutir à une modification très importante des pratiques? Ça va être difficile à dire parce que, comme on a eu déjà l'occasion de le dire, plus on commence une enquête tard, après les faits, plus il est difficile de les prouver. Et comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas revenir sur la présomption d'innocence, bien évidemment. Et après une longue procédure qui aura commencé peut-être 25 ans après les faits, on n'arrivera pas à les prouver parce que le temps étant passé, les preuves ont disparu. Et finalement, faute de preuves, risque d'y avoir soit un non-lieu, soit un acquittement ou une relaxe, en tout cas une absence de condamnation, et qui va placer la victime dans une situation extrêmement difficile parce qu'elle restera absolument convaincue d'avoir été victime, mais de ne pas avoir été reconnue par la société, de ne pas avoir été reconnue même par l'auteur, et que finalement, elle serait très déçue d'avoir entamé cette procédure qui est toujours très difficile pour les victimes, en tout état de cause. Donc plus le temps est passé, plus c'est difficile. Il y aura par hypothèse ce qu'on appelle l'amnésie
l'amnésie traumatique pendant de longues années. C'est ce que j'allais vous dire. C'est vrai que les victimes évoquent souvent le temps qu'il faut avant de prendre conscience des faits et puis aussi d'entamer une action. Mais évidemment, l'amnésie traumatique est un obstacle à la réussite des poursuites parce que pendant ce temps-là, les preuves disparaissent et ensuite, lorsqu'on se retrouve dans un second temps et que le souvenir est revenu chez la victime, eh bien l'auteur a beau jeu de dire « il ne s'est rien passé ». D'ailleurs, pendant 25 ans, on ne m'a jamais rien reproché. Et puis maintenant, il y a des images qui reviennent, mais moi je conteste tout à fait ce qui s'est passé. Et si on a simplement la parole de l'un contre la parole de l'autre dans ces conditions-là, ça va être très difficile. Le groupe de travail a aussi ajouté qu'il était important de faire en sorte que la parole se libère le plus vite possible après la réalisation des faits. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et là, il faut qu'il y ait des moyens pour que l'accueil des victimes, l'accompagnement des victimes, pour faciliter le dépôt de plainte, faciliter finalement le début de l'enquête le plus tôt possible après la commission des faits. Eh bien, merci beaucoup, Jackie Coulon, d'être venu pour nous en parler sur ce plateau. Je vous en prie. C'est la réponse du gouvernement à la grogne sociale qui monte dans les hôpitaux. Ce matin, Édouard Philippe a dévoilé la stratégie de l'exécutif pour transformer l'offre de soins. Une feuille de route plutôt qu'une réforme en profondeur. Sandra Sercara. Au cœur de cette réforme de l'hôpital, le coût des soins. L'objectif est d'économiser 50 milliards d'euros. C'est ce que coûtent selon le gouvernement les actes inutiles ou redondants chaque année. Pour un meilleur partage des données médicales, le recours au numérique est envisagé. Autre piste, casser la logique du chiffre en plafonnant à 50% la tarification à l'activité, connue sous le nom de T2A. Alors l'enjeu n'est pas de supprimer la tarification à l'activité, mais ce serait plutôt de la corriger ou de la rééquilibrer pour y intégrer des objectifs plus collectifs, pour y intégrer dans les parcours les nouvelles pratiques de soins ambulatoires et d'hospitalisation à domicile. Une équipe sera chargée de trouver de nouveaux modes de financement des hôpitaux qui connaissent un déficit historique de 1,5 milliard d'euros en 2017. Autre sujet abordé, la formation des médecins. Édouard Philippe n'exclut pas une réflexion autour du numerus clausus. Chantier délicat encore, la remise à plat de la carte hospitalière. En clair, décider de fermer des établissements à l'activité insuffisante, ce qui provoque toujours la colère des élus concernés. Les professionnels de santé ont maintenant 3 mois pour faire des propositions, alors que sur le terrain le temps presse. La grogne dans les hôpitaux qui dure depuis plusieurs semaines ne faiblit pas. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Michel Amiel, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur La République En Marche des Bouches-du-Rhône. J'accueille également Bernard Jomier. Bonsoir, sénateur apparenté PS de Paris. Également sur ce plateau, Alain-Michel Serretti. Bonsoir. Vous êtes président de France Asso Santé. Et Frédéric Valletoux, bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération des hôpitaux de France. C'est vous, en quelque sorte, qui avez un peu tiré aussi la sonnette d'alarme ces derniers jours sur la situation des hôpitaux. Comment réagissez-vous à ces annonces du gouvernement? Sont-elles à la hauteur de la situation? Disons qu'il y a un discours prometteur du Premier ministre qui aborde pour moi les vrais sujets qui font aujourd'hui blocage dans notre système de santé. Mais comme il l'a dit lui-même, c'est le lancement d'un chantier de transformation. Il y a une clause de revoyure au mois de mai pour annoncer des réformes plus précises. En tout cas, le diagnostic est bon, les sujets pointés sont bons. Le fait de ne pas considérer que l'hôpital, mais de regarder l'ensemble du système de santé, c'est aussi positif parce qu'il y avait le risque sinon de focaliser uniquement sur, j'allais dire, peut-être ceux qui font le plus parler d'eux, les hospitaliers, mais néanmoins c'est l'ensemble du système qui est touché aujourd'hui. Et puis la dernière chose, se donner aussi un calendrier serré, 3 mois, c'est aussi tourner le dos à ce qu'on a peut-être connu par le passé, nos grandes concertations qui sont envoyées au calendrier grec pour les réformes, où on renvoie les réformes. Serré, car il y a quand même urgence aujourd'hui, Frédéric Valletoux. Oui, il y a urgence, mais dans les chantiers qui ont été annoncés, il y a des choses qui peuvent être à effet immédiat sur la simplification, sur les premières mesures d'un financement réorienté vers les actes, vers la pertinence des actes. Ça, c'est la relance de l'investissement hospitalier. Ça, c'est des choses qui peuvent commencer
commencer à se concrétiser dès 2018. Il y a des choses évidemment de beaucoup plus long terme parce que le système de santé, c'est un paquebot. Et évidemment, on ne le réoriente pas du jour au lendemain. Donc il y a des mesures intéressantes. Encore faut-il qu'au mois de mai, le gouvernement soit au rendez-vous. Alors avant de rentrer dans le détail, on continue les réactions. Michel Amiel, c'est vrai que c'est plutôt une réforme globale. Certains ont eu le sentiment que c'était un peu flou délibérément. C'est flou délibérément. Et effectivement, ce délai de 3 mois, il ne faut pas se faire d'illusions. On ne va pas régler le problème en 3 mois. Poser le diagnostic, comme vous l'avez dit, me paraissait déjà une bonne chose. Après un diagnostic, un bon médecin que je suis, il faut un traitement. Il faut que ce traitement soit efficace et qu'il s'inscrive dans le temps. Et effectivement, cela ne concerne pas que la médecine hospitalière, mais la médecine en général. Je crois que le mot-clé, c'est de décloisonner la médecine hospitalière, la médecine de ville, mais aussi le sanitaire et le médico-social. Puis, bien évidemment, avoir une approche aussi rigoureuse que possible en matière financière, car si la santé n'a pas de prix, elle a un coût, et qu'il y a sans doute des économies à faire, en particulier dans le domaine des actes inutiles ou des actes redondants. Et ça, si on croit certains chiffres de l'OCDE, en particulier repris par la ministre, on arrive quand même à 20 à 25% d'actes inutiles ou redondants. Donc voilà des pistes. Il y en a bien d'autres concernant en particulier l'innovation, l'e-médecine, etc. Un mot, Bernard Jomier, sur l'approche du gouvernement en matière de santé. On se souvient, sous Nicolas Sarkozy, l'hôpital, c'était clairement une entreprise comme une autre. Et puis, sous le quinquennat de François Hollande, l'ancien chef de l'État n'avait pas vraiment réussi à inverser cette tendance. Moi, j'y rends un mot. Je partage ce qui a été dit. C'est-à-dire que le diagnostic, il est plutôt bon. Mais il y a 4 mois, il y a 6 mois, je disais la même chose. Et il y a 4 mois, il y a 6 mois, on attendait les actes. Et là, je trouve quand même que ça traîne un peu, malgré tout. Ça traîne un peu et les intentions sont toujours louables. Mais regardez, sur l'organisation du système de santé dans les territoires, le Premier ministre nous dit on expérimentera dans quelques territoires, 3 à 5, en 2019. On expérimentera en 2019. Donc ça renvoie quand même très loin, alors que, effectivement, les causes sont bien identifiées, encore une fois, et les axes de réforme du système de santé sont bien identifiés. Donc pour le moment, ça ressemble encore à un catalogue de bonnes intentions et puis à un peu de ravaudage. Un catalogue de bonnes intentions, c'est aussi votre sentiment, là, Michel Asseretti ? Alors côté patient, puisque France Asso Santé rassemble 80 associations de malades, consommateurs, familles, etc. Sur ce qui a été dit, il y a un consensus, on vient de le voir. Il y a moins de consensus sur ce qui n'a pas été dit. Je n'ai pas, moi, entendu, par exemple, la terminologie ô combien importante pour les usagers de désert médical. J'ai entendu le Premier ministre dire c'est en matière de médecine de ville, c'est aux professionnels de s'organiser. Et du coup, on ne parle absolument pas de la liberté absolue d'installation, alors que nous prenons la liberté d'installation là où on a besoin de médecins et ne pas les laisser aller là où il n'y en a plus besoin d'un certain nombre de spécialités. Donc on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Soit on s'attaque vraiment au problème, et à ce moment-là, on met tout sur la table, mais on ne peut pas ne mettre sur la table que ce qui ne fâche pas. Et aujourd'hui, du côté des patients, leur premier souhait, c'est d'être soigné. Leur deuxième, c'est d'être bien soigné. Donc les questions de qualité, de sécurité des soins et de pertinence sont évidemment numéro 1, mais ils sont numéro 1 dès lors qu'ils ont vu un médecin. Et moi, je suis par ailleurs chef d'entreprise. Mon métier, c'est pas d'être défenseur des patients. Je suis chef d'entreprise et j'ai été... pour la première fois de ma vie de chef d'entreprise, il y a 32 ans, pour la première fois, on a déplacé des salariés d'une région à l'autre, en l'occurrence de la région parisienne, en Vendée. Et une des premières difficultés de nos salariés déplacés en Vendée, ça a été de trouver un médecin traitant. Pas de se faire soigner, on arrive à se faire soigner, mais de trouver un médecin traitant, parce qu'autrement, ils sortent du parcours de soins. Donc, je n'ai pas entendu ça dans le discours du Premier ministre, ça m'embête. Parce que si on ne traite pas ça, on oublie toute une partie du sujet. Je sens que Michel Amiel a très envie de vous répondre à votre réponse. Oui, alors vous avez raison, hein, c'est un des points durs du sujet. La question, faut-il maintenir ou pas la liberté d'installation ? La totale liberté d'installation. Enfin, si vous voulez, la liberté d'installation. Aujourd'hui, il est clair qu'elle est libre. La ministre, je serai assez du même avis, pense que ce ne serait pas une bonne chose que de la supprimer
ou en tout cas de l'encourager comme on l'avait fait avec les professions paramédicales, les infirmières en particulier. L'argument, effectivement, vous pouvez toujours obliger des professionnels de santé à s'installer dans un secteur pauvre ou au contraire à ne pas s'installer dans un secteur surabondant. Par contre, vous ne pouvez pas obliger des jeunes à embrasser la carrière médicale s'ils n'en ont pas envie. Et c'est ça le vrai sujet. Ça rejoint, si vous me permettez, je termine juste. De régler le problème. Hein. Allez-y, Michel Amiel, on fera réagir. Il y a la question du numerus clausus qui, lui, a été abordé. Oui. Mais pas de façon radicale en disant il faut le supprimer ou il faut le desserrer. Il faut avoir une vraie réflexion. Je me rappelle dans les années 90, il y avait eu le fameux dispositif MICA qui avait fait partir massivement des médecins en pré-retraite à l'âge de 57-58 ans. Ça a été une véritable catastrophe. Aujourd'hui, desserrer le numerus clausus comme ça, le supprimer encore bien davantage, ne me paraît pas une bonne solution. D'abord, parce que l'hôpital universitaire, dont le rôle est aussi la formation, c'est pas uniquement le soin, ne pourrait pas l'absorber. Et d'autre part, parce qu'on ne sait pas à l'horizon 10 ans, 15 ans, 20 ans, quelles seront l'évolution des pratiques médicales, avec en particulier l'innovation de la télémédecine. Alors, Frédéric Valteau, beaucoup de choses ont été dites, mais vous souhaitiez réagir. Oui, non, sur le lien avec la médecine de ville, je pense qu'il y a quand même un appel à la responsabilité lancé aux praticiens libéraux. Mais effectivement, je suis d'accord qu'il doit être suivi des faits. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de dire, face à la question la plus criante qui soit, c'est-à-dire est-ce que demain, tous les Français auront facilement accès à un médecin, à un cabinet médical, à une prise en charge. Vous devez, vous, médecins libéraux, aussi me faire des propositions, c'est ce qu'a dit le Premier ministre, parce que vous devez participer à la permanence des soins. Moi, j'aurais été un peu plus radical. Moi, je souhaite qu'on revienne à l'obligation pour les médecins de participer à la permanence des soins. C'est le retour à un temps qui n'est pas si ancien que ça. C'était avant 2004, où il y avait ce qu'on appelait le tour de garde. On a bien des pharmacies de garde, et je ne vois pas effectivement aujourd'hui pourquoi on n'a plus des médecins de garde. Ça, c'est une aberration sur laquelle il faut revenir. Mais c'est vrai que le Premier ministre ne l'a pas dit de manière autoritaire. Il leur a renvoyé la balle chez eux et fait appel à la responsabilité. Il a aussi dit une chose qui peut-être passée un peu rapidement dans le discours, mais qu'il voulait un peu mieux réguler les dépenses de médecine de ville. Ce qui est aussi nouveau, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on regarde les dépenses de santé, d'assurance maladie, l'État est très fort pour réguler la médecine hospitalière, et il a la main directement sur la gestion des hôpitaux. C'est plus compliqué pour la médecine de ville. Et un peu plus de fermeté quant à la régulation des dépenses de la médecine de ville, sans doute, ça serait le bienvenu. En tout cas, ça, c'est mon avis. Voilà, donc il a, du côté de la médecine de ville, aussi lancé quelques ballons, on va dire. Maintenant, on va voir comment les avec praticiens... Avec une enveloppe de 100 millions d'euros qui sera allouée pour accompagner justement toutes ces transformations. Bernard Genier. Oui, bon, 100 millions d'euros, c'est la moitié du déficit du premier CHU de France. Donc ça dit quand même la modestie de la mesure. Et moi, je crois que pour faire écho à ce qui vient d'être dit, il n'y a pas de retour en arrière qui soit nécessaire, et certainement pas de continuer sur c'est l'hôpital qui est trop dépensier. Non, l'hôpital, il a des vrais problèmes. Et d'ailleurs, un acte que le gouvernement pourrait poser vite, c'est que dans la campagne tarifaire qui va s'ouvrir le mois prochain, il n'y ait pas de baisse de tarifs. Qu'on arrête, qu'on gèle les baisses de tarifs hospitaliers parce que ça n'est plus tenable pour les hôpitaux, en attendant les conclusions et la grande réforme, le plan hôpital, que moi j'appelle de mes voeux. Et côté médecine de ville, bon, les principes, la ministre les a annoncés il y a longtemps. Oui à l'efficience, oui à la rationalisation, mais surtout, comment passe-t-on, elle le dit très bien d'ailleurs, comment passe-t-on d'un système de santé qui a été conçu pour des problèmes de santé, des problèmes aigus, etc., qui ne sont plus les problèmes d'aujourd'hui, où ce sont des maladies chroniques, où ça mêle le médical et le social. Or, le médical et le médico-social sont structurellement coupés un peu dans notre pays distant. Et donc, les nouveaux modes de prise en charge, de rémunération. Vous êtes médecin généraliste. Vous avez un patient qui a 85 ans qui fait une petite insuffisance cardiaque. Vous devez l'envoyer aux urgences. Si vous essayez d'organiser la prise en charge au domicile, ce qui est tout à fait possible, pas besoin d'aller en réanimation à l'hôpital, c'est la croix et la bannière. La réalité, c'est que tout est organisé en silo dans notre pays. Et donc la ministre elle-même le dit, elle le dit depuis qu'elle est entrée en fonction. Et moi, la seule chose que je regrette là, c'est que
on ne voit pas, je ne vois pas dans les annonces encore. Les actes, il faut passer aux actes maintenant. Alain Michel Serretti, ensuite je vous donnerai la parole, Michel Amiel. Peut-être aussi un point important, la mesure systématique de la satisfaction des patients. Ça, c'est quelque chose peut-être que vous pouvez saluer. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, au-delà de ça, l'engagement du Premier ministre, dès le départ, dès le début de son discours, a été de dire que cette réflexion sur la réforme se ferait non pas en concertation avec les mouvements usagers, mais avec les mouvements usagers. Donc, a priori, on devra avoir une place aussi importante, si j'ose dire, que les professionnels de santé. D'ailleurs, est-ce qu'on peut objectivement, aujourd'hui, en 2018, repenser le système de santé sans ceux pour qui il est fait. Donc oui, la mesure de satisfaction est tout à fait importante parce qu'on touche au cœur même du sujet. C'est-à-dire que à quoi sert de faire des réformes pour le bien des gens alors qu'ils n'en ont absolument aucune conscience. Donc on doit faire comprendre à la population ce qui doit être fait et comment on va régler leurs problèmes. Encore une fois, le problème des populations, c'est l'accès aux soins et ensuite la qualité, la sécurité des soins. La question, mais vous voyez, on va toucher là 2 vaches sacrées. La première, c'est la liberté d'installation et la seconde, c'est la liberté de prescription. Parce que lorsque on parle de pertinence des soins, ça veut dire que derrière, on se pose la question de savoir si la décision d'un médecin qui est, j'allais dire, sans aucune limite, de prescrire tel ou tel examen, tel ou tel médicament était pertinente. Si la réponse est non, forcément, il faut en tirer des conclusions. Donc, s'intéresser à la liberté de prescription aussi. Et donc, j'ai le sentiment que ce sont les deux piliers de cette réforme pour aborder Michel Amiel, elle est en danger, cette liberté de prescription des médecins avec cette réforme, selon vous? C'est vrai qu'elle était rappelée, c'est la qualité et la pertinence des soins qui est au cœur de cette réforme. 2 remarques sur ce que vous venez de dire. D'abord, tout à fait d'accord pour que ce soit bel et bien le patient qui soit au centre du dispositif. Ce n'est pas au médecin généraliste, à l'hôpital, au directeur d'hôpital, non, c'est le patient. Les 2 vaches sacrées que vous évoquez, on a évoqué la première et on est d'accord, pour le moment on n'y touche pas. La deuxième, c'est non, il n'y a que vous qui êtes d'accord. Non, on est d'accord sur le fait qu'on ne l'est pas. On est d'accord sur le fait qu'on ne l'est pas. Je parle de la deuxième vache sacrée, qui est la liberté de prescription. Alors, effectivement, en absolu, il y a une liberté de prescription. En réalité, il y a plusieurs années que, par différentes méthodes, on incite aux bonnes pratiques. Via la Haute Autorité de Santé, via une rémunération forfaitaire pour les bonnes pratiques, les fameuses ROSP. Donc de ce côté-là, je crois que les choses vont plutôt dans le bon sens. Et pour les actes redondants, effectivement, il n'est pas normal qu'un scanner qui a été prescrit en médecine de ville soit prescrit une 2e fois par le spécialiste et une 3e fois par le spécialiste hospitalier. Et là aussi, on est dans la liberté de prescription. On n'a pas parlé de la tarification. Justement, vous me faites ma transition. On va peut-être faire agir, parce que c'est un des axes forts. Michel Amiel, ensuite on ça a été quand même un des axes forts qui a été dit. La tarification, effectivement, elle n'est pas qu'hospitalière, mais lorsqu'on parle de tarification, on pense immédiatement on rappelle aujourd'hui cette tarification à l'acte, la fameuse T2A. Les hôpitaux disent que ça nous pousse à faire des actes, parce que c'est de là que découle notre financement. C'est une réalité. C'est une réalité. Et Agnès Buzyn l'a bien dit, on ne doit pas ou on ne doit plus gérer l'hôpital comme une entreprise. Que l'on garde une proportion, mettons la moitié, de rémunération, de tarification liée à l'acte, c'est l'objectif qui est soumis. Après, il faut revenir vers d'autres pratiques. Aujourd'hui, on est à 55%. Hein. Bon. Donc, ce n'est pas une grosse révolution. On va passer de 55% par de la T2A à 50%. En 2022. Okay. Non, mais je veux dire... c'est important de le rappeler. On est bien d'accord. Terminé, ensuite on est bien d'accord. Mais les nouveaux modes de tarification, il faut les mettre en avant. Ça prouve que la T2A, elle n'est pas si... C'est un chiffon rouge, la T2A. Hein. C'est pas ça qui déstabilise. Comme la liberté d'installation, comme chaque fois qu'on parle de choses fortes. C'est pas ça qui déstabilise ou qui transformera l'hôpital. Qu'est-ce qui déstabilise aujourd'hui l'hôpital, alors, Frédéric Valletoux? C'est la perte de sens. Oui, aujourd'hui on a un système de santé confus. Tendez le micro à un médecin généraliste, tendez le micro à un médecin hospitalier. Et qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, mais finalement, nous, quel est notre rôle? Quelle est notre place? À quoi on sert? Bien sûr qu'on fait du soin, bien sûr qu'on prend les gens en charge, mais nous, dans le cabinet de ville, on est totalement débordés, etc. Les praticiens hospitaliers vont dire on n'a plus de moyens, on est essorés. Donc il y a effectivement un problème de perte de sens. Et je pense qu'aujourd'hui, il y avait besoin
Alors, est-ce que le discours de ce matin, il suffira? J'en sais rien. Mais il y avait besoin de replacer, et c'est peut-être le sens du travail qui va être fait, chaque acteur à sa place. Finalement, c'est comment il est organisé, notre système de soins? À quoi ça sert un généraliste? Encore faut-il qu'il soit un peu présent partout, aux quatre coins du territoire français. Et à quoi doit être utilisé l'hôpital? Est-ce que c'est d'accueillir 20 millions de visiteurs, aux urgences, chiffre qui a doublé en 10 ans, et peut-être qu'il y aura triplé dans les 10 prochaines années si on laisse faire les choses? Est-ce que c'est ça le rôle d'un hôpital, de faire du premier recours, ou est-ce que finalement on rétablit les choses? La ministre, le Premier ministre ce matin, et la ministre depuis quelques mois disent qu'il faut remettre l'hôpital à sa juste place, et tant mieux, c'est son rôle, pour être le moment où on traite le moment aigu de la maladie. Bon, et la médecine de ville doit être restaurée, mais encore faut-il pour ça réorganiser le système. Et pourquoi ne pas décloisonner, de faire rentrer à nouveau les médecins de ville à l'hôpital? Mais peut-être, comme on peut l'évoquer, en particulier Alain dans le Michel domaine des Serretti urgences. et Bernard Jomier aussi sur ces questions de tarification et de rémunération, c'est pas forcément de là que vient le problème. Moi, je c'est la pense que construction de l'Ondam qui pose problème. En tout cas, du côté de l'expérience malade, c'est incontestablement un des points durs. Pourquoi? Parce que l'accumulation d'actes fait qu'on a fait des médecins des spécialistes de l'organe malade. Donc on va comptabiliser les prostates malades, les genoux malades sur lesquels on a fait une prothèse, les hanches malades sur lesquelles on a fait une prothèse, en oubliant la personne qui est autour de l'organe malade. Et on va... La valeur du soin, ça va pas être la façon dont la personne va reprendre une vie normale. Ça va être simplement comment l'acte a été pris en charge. Donc, vous avez une perte de sens sur le plan humain, parce que nous ne nous trompons pas. Les hommes et les femmes qui ont choisi de faire médecine, dont vous, monsieur, c'est d'abord pour servir celui qui est en situation de faiblesse. C'est pas pour gagner sa vie et devenir milliardaire. On n'est pas médecin pour ça. C'est hélas de moins en moins vrai. Mais c'est pour autant une vérité en première et deuxième année. Alors après, peut-être qu'en 7e et 8e année, précisément, on commence à perdre ce sens. Mais c'est pas parce que c'est une réalité qu'il faut pas revenir en arrière. Parce que derrière, quand les médecins se réveillent à 30 ou 50 ans, on a vu là, à Grenoble, 37 ans, le suicide de ce neurochirurgien, il se réveille avec une perte de sens perdue, définitivement perdue, et ils voient bien que ce qu'il leur est proposé comme avenir professionnel, c'est pas du tout ce qu'ils attendaient lorsqu'ils avaient 18 ans. Donc, et du côté du malade, on a le même sentiment, c'est-à-dire que nous ne sommes pas traités comme des humains dans le sens personne du terme, mais comme des organes qu'il faut soigner. Donc on va soigner l'organe. Après, la personne va rentrer chez elle et advienne ce qui pourra du côté de l'hôpital. Et c'est bien ce lien qui manque. C'est bien ce lien qui manque. Et ce qui fait aujourd'hui la peur de beaucoup de personnes sur l'ambulatoire, et notamment la chirurgie ambulatoire, c'est qu'est-ce qui va se passer quand je vais repartir chez moi. Et ça, cette question-là, c'est vraiment une vraie anxiété, notamment des personnes isolées, seules et âgées, et on n'a pas beaucoup de réponses. On arrive bientôt au terme de ce débat, peut-être votre réaction sur ces questions. Mais oui, mais la question du lien, elle est essentielle, vous avez tout à fait raison. Mais la question du lien, ça veut dire qui fait lien. Or, dans le système, encore une fois, actuel, très en silo, l'hôpital dit c'est moi qui vais faire lien parce que je veux pas perdre le patient. Le médecin du va dire non, c'est moi qui fais. Bon, en plus souvent c'est pas les médecins. Il faut le dire. Les premiers producteurs de santé, en l'occurrence, ce sont les aides à domicile, c'est l'entourage, ce sont des professions dites paramédicales ou médico-sociales, etc. Et rien pour le moment, encore une fois, n'est prévu pour le financement. Ouais. Je reprends mon exemple. Vous avez une personne âgée, vous n'avez aucun intérêt à essayer de la maintenir au domicile. C'est tellement plus simple de l'envoyer vers un établissement hospitalier qui, lui, se retrouve à devoir exercer des missions qui ne sont pas ses missions premières. Il est débordé. Et ce que je dis très clairement, c'est que continuer avec les mêmes missions et les mêmes moyens, ça n'est pas possible. Soit on augmente les moyens, soit on modifie les missions. Michel Amiel, on voit quand même cette grogne qui est en train de monter au sein du personnel hospitalier qui demande plus de moyens. Il y a eu ce mouvement sur les réseaux sociaux, balance ton hôpital. Est-ce que le gouvernement a pris la mesure de cette grogne qui est en train de monter, de cette colère qui s'exprime? Je pense qu'il en a pris la mesure, à l'instar de la grogne qui monte au niveau des EHPAD. Et les deux sujets ne sont pas étrangers ou dans d'autres domaines. Comme je l'ai dit en commençant, il faut d'abord une approche de ce qu'il est possible de faire, et puis après le planifier dans le temps. On dit en 3 mois, non, en 3 mois on n'aura pas trouvé les solutions. Créer le lien dépend aussi des acteurs eux-mêmes. Je veux dire, tout ne se décrète pas par le haut, par des décisions ministérielles. Comme vous l'avez dit, monsieur, être médecin,
un engagement qui, a priori, relève d'un engagement humain et pas seulement technique. Enfin, en tout cas, je le pense profondément après avoir exercé la médecine 35 ans. Frédéric Valletoux, sur cette grogne qui s'exprime, cette colère qui monte du personnel hospitalier, justement. Oui, je crois que la grogne qui s'exprime, c'est d'abord une demande de respect et quelque part une quête de sens, comme on disait. C'est-à-dire, il n'y a pas des revendications. Et le gouvernement l'a entendu, il n'y a pas des revendications sur une mesure catégorielle, je veux dire. C'est vraiment, à un moment, dire les économies pour les économies, ça suffit. Enfin, on sort d'un quinquennat où on n'a fait que des économies. La contrepartie qui devait être proposée aux économies, aux 3 milliards d'euros économisés ces 3 dernières années, ça devait être des réformes de structure, sur le financement, sur tout ce qu'on a évoqué là. Rien n'a été fait. Et donc on a juste... Vous avez plus d'espoir avec ce gouvernement? Je ne sais pas, mais il faut en avoir en tout cas. Là, aujourd'hui, il est temps de passer effectivement à des vraies réformes, parce que sinon, qu'est-ce que ça va péter? L'élastique sur lequel on tire, il va claquer et personne n'y a intérêt. Personne. Eh bien, merci Frédéric Valletoux. Merci à vous Michel Amiel, merci Bernard Jomier, merci Alain-Michel Serretti. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.